les balados de la CSN. Dans ce nouvel épisode, Véronique de Sèvres, vice-présidente de la CSN, rencontre Fabien Torres, professeur de sociologie au Collège Lionel Groulx et à la formation continue au Cégep Marie-Victorin. Alors, bonjour, Fabien Torres. Bonjour. Fabien, on se connaît parce qu'on a eu la chance de se côtoyer soit dans un congrès de la CSN, lors d'activités du regroupement cégep de la FNEC. Mais peut-être que moi, je te connais comme militant, mais je te connais pas toi. Alors, t'es qui? D'où tu viens? Parce que je fais le travail. En fait, Fabien Torres, c'est qui? Ah, c'est qui? Ben, écoute, né d'un père colombien et d'une mère corse, donc française. Je suis né, j'ai grandi en Corse et j'ai vécu après à Paris pendant 13 ans et depuis 12 ans au Québec. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de venir au Québec? Alors, il y a plusieurs raisons, mais donc la maîtrise en sociologie, je voulais la faire ici, travaillant sur la sociologie des religions. Il y avait une autre manière de traiter la question qui me plaisait ici. Au Québec? Oui, le modèle interculturaliste répondait plus à mes sensibilités que le modèle républicain, pour être honnête. Et donc voilà, faire ma maîtrise ici m'a donné envie. Au début, je suis venu juste pour un an d'échange, puis finalement, je suis resté. Ça fait 12 ans finalement, que je reste. Moi, je t'ai connue comme professeur au Cégep Lionel Groulx, Cégep que je suis allée d'ailleurs. Donc, ouais, c'est ça. Ça fait que j'ai toujours un petit sentiment un peu plus personnel. Mais tu me disais que t'enseignes partout. Fait que... C'est ça. Et il y a encore un statut précaire. Finalement, comme beaucoup de précaires, on se retrouve un peu dans plusieurs cégeps. Donc, je suis donc à Lionel Groulx, là, cette session à 60%. J'enseigne en milieu carcéral avec le Cégep Marie-Victorin. Donc ça doit être spécial, ça, enseigner en milieu carcéral? C'est très, très intéressant. Oui? J'ai beaucoup grandi comme enseignant dans cette expérience. Et donc, c'est à la prison de Cowansville, au niveau fédéral, sécurité moyenne. Et donc, c'est un DEC en sciences humaines. J'en ai les mêmes cours de sociologie, mais donc à des individus, à des étudiants, on va dire, plus sensibles, qui sortent un peu du commun, mais qui ont une très belle intelligence, très belle créativité. Et c'est vraiment... moi, je ne vois pas des prisonniers, je ne vois pas des ex qui ont commis des délits, mais je vois vraiment des étudiants. Je vois les intellectuels, les êtres humains, je vois le développement de l'esprit critique. C'est des personnes très critiques sur la société, c'est extrêmement enrichissant. Puis qu'est-ce qui a fait que tu es allé enseigner en milieu carcéral? C'est parce que tu étais précaire, tu te cherchais d'autres contrats? Comment ça fonctionne? Alors, pour être honnête, non. J'ai même réduit ma tâche à Lionel Groulx initialement pour rentrer là, parce que j'avais un intérêt. Je me suis dit que ça pouvait être une manière d'enseigner autrement, de vivre d'autres expériences et de grandir réellement. C'est vraiment ce que j'ai dit en entrevue. Puis donc, ils m'ont pris. Puis effectivement, ça a fonctionné. Ouais, donc de voir finalement si la sociologie pouvait avoir un intérêt dans ce milieu-là, si l'enseignement, si je pouvais m'y plaire. Et donc, j'avais le désir de le faire. Quand on dit le mot professeur, on a l'impression qu'il y a une stabilité, tout est guidou, puis ça. Tu parles de précaire. C'est quoi les enjeux que vous vivez? Puis c'est-tu très répandu ou c'est comme une minorité dans les cégeps? Alors, j'ai pas les chiffres, je me souviens plus. J'étais sur l'exécutif, je les connaissais mieux. C'est pas grave, mais un peu. Il me semble c'est énorme. Hein. Je pense qu'on parle de 50-60% d'enseignants qui sont précaires au niveau collégial. Oui. Et donc, ça veut tout simplement dire que tu sais pas ce qui va t'arriver la session prochaine. Okay. C'est ça que ça veut dire. C'est pas plus compliqué. Tu peux vivre ta vie au terme de 4 mois, mais tu peux pas te dire l'année prochaine, je peux avoir tel projet puisque j'ai ce revenu. C'est en fonction du nombre d'étudiants qu'a le cégep, il va y avoir un nombre de cours qui va être offert. Et en fonction de ce nombre de cours, il va y avoir des charges de cours qui vont être données, des cours qui vont être donnés. On n'appelle pas ça des charges, et j'aime ça, parce que ce n'est pas une charge, ce sont des cours. Et donc voilà. Donc je dirais que le plus grand inconvénient, c'est l'insécurité que ça provoque sur le long terme. Je connais beaucoup de précaires qui ont des enfants, qui ont une famille. Alors il faut vivre avec. Si tu ne peux pas vivre avec, ça ne sert à rien de faire ce métier-là. Et donc voilà, il y a cette idée. Puis aussi, il y a cette idée d'être dans plusieurs endroits en même temps, qui, ça peut être quand même épuisant. Moi, je suis dans 3 cégeps, je suis un 3e collège André Grasset. Je viens d'être recruté là. Donc, c'est à la fois stimulant, différents milieux de vie, différents endroits,
Mais en même temps, voilà, il y a quelque chose qui est quand même assez épuisant là-dedans. Donc, il y a toujours ce côté revers de la médaille. Mais je ne fais pas partie des personnes qui en parleraient le mieux parce que ça y est, j'ai accepté. J'ai accepté que je serais précaire. Et toi, tu vis bien avec ça. En fait, tu acceptes bien cette situation-là. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que par chance, j'ai la résilience, j'ai la force pour vivre heureux malgré ça. Et je n'ai pas besoin de me projeter tant que ça pour l'instant. Mais il faut hautement comprendre parce que je suis quelqu'un de très relax. Les gens me disent c'est rare quelqu'un d'aussi relax que toi dans la vie. Puis donc j'ai mené une campagne politique, j'étais relax aussi, je pense, parce que même c'était stressant quand même, la campagne politique. Mais bref, je suis capable d'en prendre, donc ça va. Décris-moi une journée dans ta vie de professeur. Fabien Torres, ça veut dire quoi? Alors, ce qui est extraordinaire, être prof de cégep, en fait, c'est qu'il n'y a pas une seule journée qui se ressemble. Donc, un temps plein dans un cégep pour un professeur de sociologie, c'est environ 15-16 heures de cours. OK. Et donc, il y a la préparation à ces cours-là, il y a la correction, bien sûr, donc à la mi-session, il n'y a plus un bruit dans les couloirs, tout le monde est enfermé dans son bureau en train de corriger. Donc, par exemple, là, c'est ça. Donc, aujourd'hui, là, je suis venu ici, j'ai cours à 12h30, j'ai cours à 13h30. Avant, je vais peut-être faire l'activité sportive au cégep parce que c'est sympathique. Et donc, manger en un quart d'heure, 20 minutes entre les deux. Et j'ai cours jusqu'à 16h30. Après, je rentre chez nous. Puis là, je continue à travailler sur des choses, peut-être jusqu'à 18h. Demain, je passe la journée à la prison. Mardi, mercredi, jeudi, j'ai 3 cours. Donc, mercredi des bonnes soir, journées, là, ça. C'est quand même souvent des très bonnes journées. À la fin de la journée, j'ai quand même le sentiment qu'il s'est passé quelque chose. Mais par contre, c'est pas un 9h, 17h stable, etc. Donc, c'est quand même un avantage. Des fois, je me lève à 6, des fois, je me lève à 7. Donc, il y a quand même une flexibilité dans l'horaire, je pense, qui fait partie des atouts du métier. Tu parlais, tu as dit, tu fais de la correction, tout ça, mais je pense que c'est vous autres qui devez monter votre programme. Donc, vous êtes dans la préparation aussi. Qu'est-ce que tu vas donner à tes étudiants pour la session? C'est toi qui le décides. Tout à fait. On a un moment de liberté, on a juste une compétence qui se résumerait comme démontrer l'importance de la sociologie, en gros. Et donc voilà, on comprend que c'est assez large. Je peux parler de ce que je veux. Il y a quand même, avec des collègues, on s'entend sur des thèmes qu'on veut aborder, les classes sociales, etc., la culture. Et à l'intérieur de ça, je monte entièrement. Je peux m'aider un peu de certains manuels comme référence de base. Mais contrairement au secondaire où je pense que j'ai un peu enseigné, où l'enseignant a beaucoup plus de balises, a des manuels faits pour ça qu'il peut leur donner, etc. C'est plus ou moins le cas au cégep. On a un recueil de textes à monter. On est beaucoup plus sur le mode universitaire quand même. Okay. Un recueil, des séminaires, des devoirs, mi-session, fin de session. Donc ce n'est pas un rythme, c'est plus un rythme universitaire qu'un rythme des étapes qu'il y a au secondaire. Je veux revenir un peu sur les étudiants qui sont au cégep, les cégeps où tu es. Tu dirais-tu que c'est des jeunes qui sont allumés? Est-ce qu'ils sont... ils vont à leur cours, ils s'en foutent? Comment tu vois la jeunesse d'aujourd'hui? Alors, je pense que c'est la paire de lunettes qu'on utilise pour regarder la vie quand même qui imprègne beaucoup. Je suis un grand optimiste, je ne peux pas le nier. Et donc, je cultive même cet optimisme. Et donc, non, moi, je vois des choses extraordinaires en classe. Le jour où je ne les vois plus, j'espère que j'arrêterai. Parce que je ne veux pas enseigner... C'est ça qui t'allume, finalement. Ça fait partie des choses qui m'allument. Moi, je m'enrichis, j'apprends des choses et j'ai hâte. Là, je monte un nouveau cours. Je suis excité à chaque fois que j'ai institution et nouvelle forme de vie sociale. OK. Fait que moi, j'y vais très lourd. Je commence avec les communs. Je veux réfléchir vraiment sur comment réinventer les institutions, comment les radicaliser. Radicaliser étant revenir à la racine. Donc, et voilà. Donc, je veux amener un bel espace de réflexion. Je veux qu'ils se sentent intelligents. Je veux qu'ils se sentent l'empowerment, quoi. Vraiment, je trouve ça très important. Moi, je veux qu'ils comprennent que je prenne soin d'eux dans la dynamique d'enseignement parce que si c'est le cas, je pense qu'ils vont être heureux. S'ils vont être heureux, ils vont apprendre. S'ils vont apprendre, ils vont réussir. Puis donc, c'est un peu ce qu'on souhaite. Mais donc, si on met en place ce que j'essaie de faire, donc des moments de discussion, vraiment des groupes de discussion ou en petits groupes, en grands groupes, etc., on voit des super belles choses émerger. Bon, c'est sûr que c'est pas partout. C'est une classe de 30, c'est comme sur 30 individus. Il y en a qui vont t'impressionner. Il y en a qu'il va falloir aller un peu plus chercher. Mais c'est un âge très, très curieux, 17, 18 ans, 19 ans.
il y a beaucoup d'insécurité, ils ont besoin de beaucoup d'affectifs, donc ils sont en pleine recherche dans plein de choses. Donc, il y a quelque part un privilège de pouvoir être un des multiples accompagnateurs à ce moment-là de leur vie. Tu sèmes des choses là, quand tu leur enseignes. C'est ça qui est beau quelque part, c'est qu'on sait, mais on ne sait pas ce qu'on sait pas. Est-ce que tu as des fois des retours, des étudiants qui reviennent te voir? Oui, ça arrive souvent, mais soit que ce soit en fin de cours ou des fois ils écrivent quelques années après, ils t'ajoutent sur Facebook. Puis là, tu vois, il y en a, et récemment, justement, j'ai écrit « Je donne un nouveau cours, je suis heureux ». Puis là, il me dit « Ah, super, j'aimerais te parler de Freytag, tu sais, parce qu'il a appris à l'université. » Oui, je connais, mais bravo, je vois que tu continues ton chemin, etc. Fait que c'est extraordinaire. Donc, ce lien-là se crée de différentes manières. Et donc, on aborde des sujets souvent qui sont sensibles. En première année, le suicide, la déviance, etc. Donc, des fois, quand la dépression, la santé mentale, l'idéologie de la performance, qui les concerne souvent tous, alors ils comprennent que finalement, ce qu'ils ressentent, finalement, c'est pas purement individuel, il y a quelque chose de collectif là-dedans. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose de très riche là, dans cet échange-là. On a fêté dernièrement 50 ans des cégeps, parce qu'on pense... en tout cas, quand on est étudiant, on a l'impression que ça a toujours existé, mais non, il y a eu des gens qui ont débuté, tout ça. Comment tu vois l'avenir des cégeps? Alors, je lui souhaite un grand avenir. En fait, moi, ma faible connaissance comparative, on va dire, des systèmes d'éducation, on ressemble un peu au Québec au système allemand avec le gymnasium. Et moi, je trouve c'est génial parce qu'en fait, le cégep est plus poussé que mettons, ce que j'ai vécu, moi, le lycée français. Ça serait vraiment l'équivalent de terminale, première année d'université pour un Français. Et c'est plus poussé, donc on a accès à plus de contenu, on peut faire beaucoup plus de choses techniques, des decks préuniversitaires. Et donc, on peut vraiment se chercher avant d'aller à l'université, qui coûte plus cher, Comme etc. étudiant, on peut tester. Oui, exactement. J'ai un étudiant, justement, brillant, esprit critique ultra développé. Je lui dis, tu t'en vas où? Il me dit, je fais un deuxième deck en musique. Excellent. Génial. Donc, c'est le moment où aller faire d'autres choses avant de se lancer à l'université, qui de plus en plus, puis avec ses torts et ses raisons, professionnalisante, beaucoup plus axée sur un métier, ou du moins quelque chose qui est plus circonscrit, en tout cas, qu'au cégep. Et donc, je souhaite que cégep continue à répondre à cette mission-là, d'ouvrir l'esprit des jeunes, parce que ça dure 2-3 ans, et ils prennent plus de temps à le faire, et quelque part, c'est une bonne chose. Y a-tu des choses que tu dis, faut faire attention parce que on pourrait quand même affaiblir les cégeps? Y a-tu des enjeux que tu vois comme professeur, le financement, tu as parlé tout à l'heure du ratio, tout dépendant du nombre d'élèves qu'on reçoit, d'étudiants, d'étudiantes. C'est quoi? Comment tu vois ça, là? Écoute, il y a plein d'enjeux, là. Ça, c'est une question auquel on pourrait vraiment passer... on pourrait en passer du temps. Mais si tu avais un ou deux là, que tu dis, moi, il me semble qu'il faut faire attention. Là. Moi, on ne parle pas assez du ratio prof-étudiant en cégep. On en parle beaucoup au secondaire. Je pense que c'est quand même un enjeu qu'il faut regarder. On passe à des groupes de 40 dans beaucoup de cégeps. Là, cette session, j'ai un groupe de 20. Je pense que c'est la première fois de ma carrière que j'ai ça. Et c'est extraordinaire. Je les ai vus 2 fois, puis j'ai l'impression de connaître déjà tous les prénoms. OK. Fait que donc, la question d'avoir des petits ratios... Moi, même au cégep, je trouve que c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui est extrêmement important. Au secondaire, c'est un enjeu majeur. C'est le problème, voilà. Mais au cégep, je trouve qu'on n'en parle pas assez, malheureusement. On a pris pour acquis que 30, 35, c'est correct, on peut monter à 40. Et donc, voilà. Après, il y a l'enjeu, bien sûr, des artisans, que ce soit des professionnels, des enseignants, du personnel de soutien, qu'ils aient des bonnes conditions, que ce soit une bonne bâtisse, donc que ce soit que chacun les équipes soient valorisées dans ce qu'ils font. Donc, la précarité pour les enseignants, bien sûr, est un enjeu. Et après, le financement, donc on le sait, les cégeps ont perdu beaucoup de financement dans les dernières années. Donc là, ça rattrape. Du financement du gouvernement. Oui, du financement du gouvernement, merci beaucoup. Donc, le gouvernement libéral d'avant a beaucoup coupé. Donc là, ça remonte tranquillement, mais ça n'a même pas réatteint le niveau d'il y a 4 ans, alors qu'on devrait être au-delà de ce niveau-là pour compenser justement la hausse de la population étudiante, etc. Un autre élément que j'aimerais t'entendre, c'est toute la question de la formation à distance. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui existe dans les cégeps? Est-ce que c'est quelque chose qui tend à faire des tentacules, qui fait en sorte que peut-être que certains programmes vont pouvoir vivre, mais
pas nécessairement dans un milieu. Puis la question du milieu de vie, hein, ça peut être intéressant. C'est peut-être quelque chose plus en région, je sais pas. C'est quelque chose peut-être plus en région. À l'université, je sais que le cégep de Saint-Jérôme aussi a comme 3 campus à différents endroits. Mais ça, c'est pas à distance, au contraire, c'est des mini-campus à Tremblant, etc. Je préfère beaucoup plus ce modèle-là, avec des salles de classe réelles, parce que il y a un premier problème de la formation à distance. Je connais pas par cœur les statistiques, mais le taux de réussite, quand même, est pas encore extraordinaire. Quelqu'un m'avait dit 20% peut-être de réussite de ceux qui s'inscrivent et ceux qui complètent un diplôme. Il faut être quand même très autonome. Il faut être très autonome, et en fait, ça oublie, ça nie que finalement, au cœur de la réussite, ce qu'on peut dire, ou du moins de la pédagogie, de l'école, en fait, c'est l'échange affectif. Cette personne-là m'intéresse. Je ne pensais pas que quelqu'un penserait comme ça, ou cette personne travaille dans cet endroit. Moi aussi, j'aimerais en savoir plus sur ce métier-là, dans un programme technique, etc. Pareil en théâtre, etc. C'est une connexion sur un monde. C'est quelqu'un qui a incarné ce métier-là. C'est pas une connaissance objective. Je connais personne autour de ma vie, autour de moi, qui a fait un métier parce qu'il l'a vu sur Internet. Il dit, je fais ce métier-là. Ah ouais, c'est ça. T'as rencontré quelqu'un, t'as eu de l'affectif. Et une école, c'est ça, c'est ces rencontres. Alors, autant avec les enseignants qu'entre étudiants. Ils vont se dire, moi, je travaille là, peut-être tu pourrais postuler, etc. C'est surtout comme ça qu'on avance, malheureusement. Et à distance, on a plus ou moins ça. On a juste le diplôme, on a juste les connaissances. Oui, on peut avoir les connaissances. Mais donc, et ce qui explique le taux d'échec, c'est un peu ça. Donc, on peut se demander, on a de l'argent dans une société, c'est quoi nos priorités? L'éducation, ça coûte rien à la planète. Hein. C'est une table, un tableau, une craie, un PowerPoint si on a envie. Et ça coûte rien. On est assis, on peut passer des heures et des heures. Et donc, je pense que on doit aller beaucoup plus vers ça que vers des choses, justement, où on va avoir besoin d'ordinateurs, de plein de choses pour communiquer, pour faire un cours. C'est un choix politique, en fait, avant tout. C'est un choix de se dire, que souhaite-t-on comme société, quoi. Fabien, tu es un militant. Tu as parlé tantôt de ton engagement politique. Tu as décidé de te présenter pour Québec solidaire aux dernières élections, si je ne me trompe pas. C'était quoi qui t'a motivé? Est-ce que c'est parce que, justement, le fait que tu es professeur, tu t'investis dans ta communauté, tu as voulu aller plus loin, ou c'est... Ça en fait partie, effectivement. J'ai développé un sentiment d'appartenance vraiment de plus en plus fort aux Basses-Laurentides. Hein. C'est une identité, hein. C'est pas juste une banlieue. Hein. Les gens disent des Basses-Laurentides, il y a quelque chose de très fort. Oui, parce que peut-être juste pour situer, là, Lionel Groulx, c'est à Sainte-Thérèse. C'est ça. Donc, tu t'es présenté dans la circonscription qui était Lionel Groulx, je pense. Qui s'appelle Groulx. Groulx, qui est à Sainte-Thérèse. De Sainte-Thérèse, Boisbriand, Rosemère, effectivement. Et donc, très vite, je l'ai ressenti que les gens, ils ne voulaient pas s'associer juste à une ville dortoir. J'ai rencontré beaucoup de ce profil-là. Et c'est sûr que c'est le cégep, moi, qui ma porte d'entrée dans cet endroit. Sainte-Thérèse, on parle aussi de plus en plus d'un village, donc des jeunes entrepreneurs qui essaient vraiment d'installer, de créer une vie. Et donc, étant militant dans différentes choses, finalement, j'ai été amené à remonter l'association de circonscription de Groulx, de Québec solidaire, parce qu'il y avait un peu moins de monde. Donc, j'ai mis quelques affiches, etc. J'en ai parlé à des personnes. On s'est retrouvés 8 sur le comité de coordination. C'était super. Wow. Et là, finalement, il fallait trouver un candidat. Puis moi, j'ai dit, regardez, si on est une équipe forte pour le comité électoral, je suis partant. C'est ce qui s'est passé. Finalement, il y a une belle équipe qui s'est créée. On s'est encore vu samedi soir pour préparer l'Assemblée générale annuelle qui s'en vient. Donc voilà, ça continue. On veut vraiment... non pas juste être là aux élections, mais être là à long terme, incarner le monde qu'on veut et non pas juste le proposer. Donc faire des activités solidaires, justement, qui vont dans le sens des valeurs que je défends à peu près dans toutes mes actions, qui est le bien commun, finalement, autant syndicalement, dans l'enseignement qu'à travers le parti politique. Donc, tu fais vraiment le lien entre ton engagement à ta profession, ton engagement à ta communauté, qui est le cégep, tout ça, versus ton engagement politique. Il y a vraiment ces liens-là. Oui, tout à fait. Parce que des fois, on dit un enseignant, il dit ce qu'il faut faire, mais il ne le fait pas. Moi, je veux faire ce que je dis.
T'es tout intégré. J'essaye, c'est tout un défi. C'est clair. Bien, parlant de défis, prochainement, il va y avoir les négociations dans le secteur public. Évidemment, les cégeps vont faire partie de cette négociation-là. Tout à l'heure, tu m'as parlé de certains enjeux, précarité, tout ça. Tu vois ça comment, toi, cette négociation-là? J'étais très impliqué aux dernières négociations, donc de 2015, et c'était un peu une frustration de voir finalement qu'il y avait une sorte de front commun, mais finalement c'est un peu défait, que finalement ceux qui n'étaient pas dans le front commun, on n'était pas tout à fait ensemble, alors que sur les plans des idées, on défend tous la même chose. Donc pour moi, il y a les revendications, on va dire, évidemment, comme prof de cégep. Si je suis bien, je pense qu'en ce moment, ça concerne beaucoup la formation continue, parce que justement, je suis bien au courant. Donc là, contrairement au régulier, je ne suis pas payé quand je prépare des cours, je ne suis pas payé quand je corrige, je suis payé juste quand je donne des cours. OK. Donc c'est juste les heures contact, on va dire, qui sont rémunérées. Donc il y a quand même un peu un deux niveaux. Il y a régulier et formation continue, ce n'est pas du tout les mêmes conditions de travail. Donc souvent, quelqu'un qui veut continuer à enseigner, il essaye de sortir de la formation continue puisque c'est encore plus précaire quelque part. Donc ça, il y a vraiment un combat, on va dire, que chaque profession on va dire, a travaillé pour l'amélioration de ses conditions de travail, ce que je comprends tout à fait. Mais il y a tout ce qu'on appelle l'enjeu de la table centrale, finalement, des conditions de vie, finalement, de tous les syndiqués, alors quels qu'ils soient, finalement, CSN ou autres. Et moi, mon désir, c'est justement qu'il y ait des lieux d'échange, des lieux de rencontre de tous ces militants-là pour pousser à peu près sur le même agenda. Et finalement, parce que si je résume très largement, c'est la défense de la classe moyenne, finalement, qui est un peu effritée. Donc, je vois mon rôle... je souhaite quand même avoir, comme n'importe quel militant syndical, de m'impliquer au niveau local avec mon cégep, mais aussi justement le plus possible pour travailler en intersyndical. Je m'implique dans un réseau qui s'appelle Lutte Commune, qui travaille avec les syndicats, avec tous les élus, non élus, qui ont envie de participer pour justement amener un réel front commun ou un corps commun. Peut-être que le front ne suffit pas. Donc, pour justement, finalement, être une véritable locomotive de défense des travailleurs qui aiderait par ricochet les travailleurs non syndiqués aussi, qu'il ne faut pas oublier. Ah, tout à fait. Puis à la CSN, on travaille beaucoup. Oui, on négocie des conditions de travail et salariales pour des milieux de travail qu'on a, mais aussi c'est le ricochet sur les non-syndiqués. Là, tout à fait. Et c'était super intéressant, Fabien, d'avoir cet entretien-là avec toi. Vraiment, je retrouve le militant passionné que j'ai connu dans un congrès de CSN. Puis vraiment, t'es vraiment inspirant. J'espère que tu vas inspirer les gens qui vont nous écouter parce que vraiment, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup, j'apprécie. Merci. À bientôt.